Bienvenue dans ce nouveau numéro de Actu Soir. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler du séjour du procureur général de la Cour pénale internationale qui séjourne en République démocratique du Congo depuis lundi. Et ce mardi, il a rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin de tabler justement sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les crimes perpétrés dans cette partie de la RDC. On va en parler ce soir avec Maître Augustin Makabou, qui est avocat au barreau du Haut-Katanga. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, avec vous, nous allons essayer de parler sur cette question, sur ce front judiciaire entamé par la République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale saisie de la situation dans l'est de la RDC. Est-ce qu'on peut espérer quand même une issue favorable finalement? Compte tenu de la gravité des crimes qui sont perpétrés à l'est de notre pays, je crois qu'on peut espérer que la Cour pénale internationale fasse quelque chose pour la République. Parce que ces gens qui sont en train de commettre ces crimes, ils ne peuvent pas être jugés facilement par les juridictions ordinaires. Donc nous espérons que l'implication du procureur général près la Cour pénale internationale pourra créer l'espoir pour plusieurs victimes de ces massacres, de ces crimes qui sont en train d'être commis à l'est du pays. Alors la Cour pénale internationale qui envisage d'ouvrir justement des enquêtes pour parvenir à mettre la main sur les auteurs de ces crimes dans l'est de la RDC. Et la RDC a plusieurs fois qui pointe du doigt le Rwanda d'être derrière cette rébellion en soutien au mouvement du 23 mars. Pensez-vous que les véritables auteurs sont déjà connus et que les enquêtes pouvaient passer à la vitesse supérieure, si on peut dire comme ça? Bon, nous savons que les crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale, ce sont des crimes d'une gravité un peu exceptionnelle. Donc il y a les crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et ici, dans le cas d'espèce, nous voyons le mouvement M23 qui est en train de massacrer, exécuter même les civils. Et aujourd'hui, il n'y a plus de doute que ce mouvement est soutenu par un pays étranger, par un chef d'État étranger, le président Kagame du Rwanda. Donc, lui peut être considéré comme auteur moral de ces crimes. Et ceux qui sont en train de perpétrer les crimes sur le terrain sont connus. Leurs noms, eux-mêmes, ils se présentent, ils sont fiers de parler aux médias et tout ça. Eh bien, ce sont les chefs de ce mouvement qui vont être poursuivis. Parce que la Cour pénale internationale poursuit les chefs de groupes qui commettent ce genre de crimes. Les responsables, le responsable, ceux qui ne peuvent pas être jugés par les tribunaux ordinaires, les cours et juridictions ordinaires. Donc, je crois que pour notre cas, la communauté internationale elle-même doit tendre déjà ceux qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Et il y a lieu que les enquêtes qui vont être déclenchées puissent se faire pour réunir les éléments de preuve. Parce qu'il faut qu'il y ait des preuves, qu'on réunisse des preuves sur ces crimes qui sont en train de se commettre pour pouvoir poursuivre leurs auteurs. Alors, on va parler ici de la procédure. Comment se déroule d'abord la procédure à la Cour pénale internationale? Bon, la procédure à la Cour pénale internationale, il faut d'abord qu'un État partie des statuts de Rome puisse saisir la Cour pénale internationale, saisir le procureur près la Cour pénale internationale. Un organisme international peut saisir la Cour pénale internationale, le procureur près la Cour pénale internationale,
où une victime ou un regroupement de victimes de crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale peuvent saisir la Cour pénale internationale. Et quand le procureur est saisi, et il déclenche les poursuites, il peut désigner des conseillers et il confie à chacun des conseillers des missions à exécuter sur le terrain selon les types de preuves qu'il faut rassembler par rapport à tel ou tel crime qui est supposé être commis sur le territoire de l'État qui fait partie des statuts de Rome. Et lorsque tous ces éléments sont réunis, il y a un rapport qui doit être fait. Et si au niveau du procureur, qui est l'organe chargé des enquêtes et de poursuites, on constate qu'effectivement l'infraction, les crimes existent et que les auteurs sont connus, ben là on peut chercher à appréhender les auteurs pour qu'ils soient traduits devant la cour pour être effectivement jugés. Alors, lors de sa rencontre avec le chef de l'État, le procureur général Karim Khan a fait un appel à témoins pour toutes les personnes qui possèdent des preuves, de les envoyer sur les sites de la Cour pénale internationale dans cette affaire. Alors, quel type de preuves quelles preuves sont généralement convaincantes ou crédibles? Quelles sortes de preuves peuvent être considérées comme crédibles dans de telles affaires, notamment de crimes et de génocides? Bon, ici, je crois qu'il faut d'abord qu'on ait une compréhension du genre de crime dont la Cour pénale internationale est compétente. Oui, allez-y. Donc, il y a, je prends le crime de génocide. Ouais. Le crime de génocide consiste à planifier le meurtre ou l'assassinat de plusieurs personnes. Donc, on veut détruire toute une ethnie, on veut détruire tout un groupe d'individus parce qu'appartenant, par exemple, à une religion quelconque. Et vous voyez, les gens qui ont assisté à ce genre de crime, ils peuvent avoir des éléments qui permettent à la Cour d'avoir une idée qu'effectivement, telle tribu a été décimée par tel groupe terroriste ou par tel dirigeant. Vous savez, hein, les dirigeants sont également visés. Hein. Ouais. Vous avez le pouvoir, et ben, pour vous, si vous trouvez qu'il y a une ethnie, une communauté qui vous met mal à l'aise, vous organisez des choses pour que ces personnes qui vous mettent à l'aise soient effacées sur la surface de la terre. Eh ben, s'il y a des gens qui peuvent réunir des éléments de preuve, il peut s'agir des victimes, parce qu'ils sont appelés à participer à l'enquête. Il peut s'agir des ONG de droit international ou de droit interne qui peuvent rassembler les éléments à mettre à la disposition du procureur général près la Cour pénale internationale. Et il y a des crimes de guerre. Lorsque vous faites des prisonniers de guerre, vous devez les traiter comme il se doit. Vous ne pouvez pas les exécuter après avoir fait des personnes prisonnières de guerre, vous les exécutez. Eh ben, quelqu'un peut avoir des photographies, par exemple, il peut avoir des vidéos. Bon, tout cela, ça fait partie des preuves palpables, convaincantes, qui peuvent permettre au procureur de saisir la Cour pénale internationale. Alors, dans les cas d'espèce, on sait déjà que les images de l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo sont déjà connues de tous. Est-ce qu'il faudrait encore, je ne sais pas, dans la procédure, avoir encore d'autres preuves alors que les preuves sont déjà là? Non, mais on ne va pas se limiter seulement aux événements qui passent par des médias ou les réseaux sociaux. Mais il y a plusieurs... Ici, aujourd'hui, on parle de plus de 7000 morts. On parle de plus de 7000 morts. C'est vrai que... il est vrai que tous ces 7000 morts n'ont pas été
éléments de FARDC ou rebelles ou terroristes qui étaient sur le champ de combat. Mais il y a des civils. Il y a, par exemple, on parle par exemple de la prison qui a été incendiée. Oui. On parle de femmes qui ont été violées et puis tuées après. Et ça, ce sont des crimes très graves. Donc, toutes ces images-là, nous ne les voyons pas sur les réseaux sociaux. Nous voyons, par exemple, les jeunes gens qui ont été massacrés dernièrement. On fait passer ces images et il y a bien d'autres images. Mais là, ce sont des images qui passent dans des médias et tout ça. Mais la justice doit faire son travail. Hein, la justice doit réunir ses preuves selon les procédures qui sont mises en place, des preuves qui peuvent être prises en compte par la Cour qui va statuer sur le cas. Ici, le procureur fait son travail avec tous ses conseillers et autres. Et il doit amener toutes ces preuves devant la Cour qui doit statuer sur la validité de ces preuves, leur régularité, leur authenticité, pour arriver à condamner les auteurs de ceux qui y auront perpétré ou qui ont perpétré les crimes que nous décrions tous ensemble. Et si chez nous, vraiment, à l'est du pays, c'est vraiment indiscutable. Ouais, les preuves sont légion et je crois que même le procureur n'aura pas de difficultés pour réunir des preuves sur le terrain. Alors, est-ce que les témoins sont toujours identifiables en cas de, par exemple, lorsque la Cour pénale internationale estime que toutes les personnes en possession de certaines preuves peuvent les envoyer sur le site de la Cour pénale internationale? Est-ce que ces gens-là doivent au préalable être identifiés pour ensuite juger de leur crédibilité? Exactement. Les témoins sont très importants également dans la procédure de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, les témoins jouissent d'une protection spéciale au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, les témoins doivent être identifiés et ils doivent être protégés parce qu'ils risquent d'être la cible des auteurs de l'infraction. Parce que tout de suite, au niveau de la Cour pénale internationale, tout de suite, les auteurs ne peuvent pas être arrêtés. Il y a d'abord l'enquête qui précède. Il faut qu'on arrive à établir que les crimes ont été commis et les auteurs ont été identifiés. C'est alors qu'on peut décerner un mandat d'arrêt international pour mettre la main sur les auteurs. Et je crois, au niveau des statuts de Rome, c'est l'instrument qui réglemente la Cour pénale internationale, qui régit la procédure devant la Cour pénale internationale. À ce niveau-là, il y a une protection qui a été prévue pour les témoins. Pour les témoins. Alors, on va parler justement de cette procédure-là. Pouvons-nous dire que cette procédure peut être à long terme ou à court terme, lorsqu'on veut espérer des sanctions et justement sur ce front judiciaire, au regard de la situation actuelle dans l'Est de la RDC? Est-ce qu'on peut espérer à des sanctions beaucoup plus, dans un court terme? Bon, la justice, elle est toujours, elle reste toujours la justice. L'administration de la justice, ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. Il faut un travail en amont qui doit être fait, réunir les preuves. Vous savez, dans le cas de l'Est du pays, il y a beaucoup de victimes, beaucoup de victimes. Et je crois qu'il y a des organisations humanitaires, de défense des droits humains, qui vont se mettre également en danse pour voir dans quelle mesure ils doivent aider les victimes de tous ces crimes pour obtenir réparation. Donc, ça va être un procès d'une grande envergure qui demande qu'un travail se fasse sur un temps assez considérable pour ne pas commettre des erreurs. Et les sanctions peut-être rapides, on peut s'attendre au champ des sanctions politiques comme les Nations Unies peuvent se réunir, le Conseil peut se réunir et prendre une résolution. Là, on peut s'attendre à des sanctions qui tombent du jour au lendemain. Mais en justice, il y a un travail qui doit se faire au niveau du procureur, c'est l'organe qui fait le travail. Il y a les chambres des juges. Il y a un travail préliminaire qui se fait avant d'arriver
aux audiences proprement dites, il y a un travail de toilettage qui doit se faire à chaque étape. Alors ici, on parle de l'implication des hommes politiques, là, notamment Paul Kagame, qui est le président du Rwanda, cité dans cette agression. Alors lorsque la Cour pénale internationale sera en train de faire son travail, pensez-vous qu'une influence politique peut, si je peux dire, hein, l'influence politique peut entraver la bonne marche de la procédure? Bon, écoutez, c'est très difficile parce que la Cour pénale internationale a été créée pour juger des personnes qui sont difficilement poursuivables au niveau de juridiction interne. Donc des personnes très élevées, très influentes. C'est contre ces personnes que cette Cour a été créée pour les juger. Alors, ici, parler de l'influence d'un chef d'État sur la Cour pénale internationale, ça ne peut pas se concevoir. Parce que pour être même procureur, il y a un critère très Rigoureux. Très rigoureux pour être procureur près de la Cour pénale internationale. Il y a un critère rigoureux qu'il faut respecter. Donc, elle-même, la Cour, elle peut poursuivre toute personne, toute autorité, quel que soit votre rang, quel que soit, que vous soyez en fonction ou pas, la Cour pénale peut vous poursuivre. Donc, c'est au-dessus. Voilà. Les responsables de la Cour sont au-dessus des influences politiques. Maître Makabou, c'était votre parole de conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro d'Actu Soir. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Je remercie HK6 pour sa considération. Merci. Merci à vous et merci à vous également de nous avoir regardé sur HK6 Télévision. C'est la fin de ce numéro de Actu Soir qui a reçu Maître Augustin Makabou, qui est avocat au barreau du Haut-Katanga. Le prochain numéro, c'est la prochaine.